linguistique pour compléter, puisque beaucoup de ces langues sont finalement ont été très peu étudiées, et certaines pas du tout encore jusqu'à présent, hein. Ici une enquête en Érythrée, nous voyons un mariage dans un village nara, hein. Eh bien, nous obtenons ce genre de choses. Alors, c'est véritablement très très rapide, hein. Je vous montre quelques correspondances lexicales entre le méroïtique et le nara. Je pourrais le faire pour d'autres langues. Je pourrais également rentrer dans les détails des correspondances morphologiques, hein. Je me contenterai de cette approche-là, qui est peut-être plus simple pour un public qui n'est pas spécialisé, hein. Donc en méroïtique, la sœur, par exemple, s'écrit Kedite, mais se prononce Kadit. Et en Nara, la sœur, c'est Kadé, hein. Et on sait qu'il y a un T, qu'il y avait un T auparavant, parce que le pluriel est Kadetta, hein, avec un double T, hein. Le verbe abattre, abattre, massacrer, hein, et Keda en méroïtique, et en Nara, c'est Kad, hein, comme le verbe méroïtique, il a le sens de couper et de massacrer, hein. Et puis un mot extrêmement important parce qu'il prouve que le panthéon proprement méroïtique, je ne parle pas des dieux empruntés évidemment à l'Égypte, le panthéon proprement méroïtique comprend donc des termes que l'on trouve dans d'autres langues sans qu'il y ait eu d'emprunt. Autrement dit, le Son, Soudanique oriental nord, c'est un groupe linguistique, mais c'était probablement aussi un groupe ethnique, à un moment ou à un autre, qui possédait une civilisation commune dont des bribes se retrouvent d'une langue à l'autre, hein. Donc le créateur, le dieu créateur chez les Méroïdes, c'est Apédémaka, hein, Apédémak simplement, hein. Maka, c'est le dieu, et donc le nom du dieu, c'est Apédé. On sait que c'était prononcé Abéké, hein. Et le nom qui est utilisé pour Allah en arabe, c'est assez étonnant qu'il n'ait pas emprunté le terme arabe, mais ça se trouve dans d'autres langues également, c'est Ebere, hein. En imam, c'est Abaredi, hein. Donc vous voyez qu'effectivement, on a ici une correspondance excellente au niveau de ce Dieu créateur. Le mot, très probablement, hein, étant formé sur le verbe signifiant modeler, modeler notamment pour les potiers, hein, ce qui nous rappelle par exemple la création de l'humanité par le dieu Khnum en Égypte, hein. Donc quelque chose qui est de l'ordre de la création artistique et artisanale. Alors les langues sonnes possèdent également des caractéristiques grammaticales qui leur sont propres et qu'on trouve aussi bien en méroïtique que dans les langues apparentées. Donc il n'y a pas de genre grammatical, hein. Pensez par exemple à l'anglais dancer, qui désigne aussi bien un danseur qu'une danseuse, hein. Alors ça signifie évidemment pas que, par exemple, terre et mer vont être des termes distincts, mais en revanche, Maka, c'est aussi bien le dieu que la déesse. L'ordre est extrêmement strict et le verbe est toujours en position finale, donc sujet, objet et verbe. On n'utilise pas de préposition, mais des postpositions, hein. C'est-à-dire à peu près comme en français on peut dire sa vie durant, durant ici, qui est l'ancien verbe durer bien sûr, constitue une postposition, on peut très bien dire avec une préposition durant sa vie. L'adjectif est placé après le nom, comme en français, en arabe, etc. Le génitif est, c'est-à-dire le complément de nom, est antéposé, hein. Donc c'est la même construction que par exemple l'anglais Tom's House, alors qu'en français on aurait la maison de Tom, hein. Remarquez que le méroïtique a innové en créant un deuxième génitif, un petit peu comme l'anglais possède donc un génitif saxon et un génitif normand, hein, imité du français avec la préposition of. Et bien de la même manière, le méroïtique possède un génitif antéposé qui est son héritage du son, et puis il a créé un deuxième génitif qui est utilisé généralement pour les choses qui peuvent changer, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle des relations aliénables. En ce qui concerne le nombre, on trouve une grande partie de mots qui sont naturellement au pluriel, qu'on appelle des collectifs. Et il faut y ajouter un élément pour obtenir le singulier, et cet élément, c'est le suffixe singulatif t plus une voyelle, hein, dans ces langues-là.
Je donne un exemple ici pour vous montrer un petit peu comment ça marche, avec le breton gwenan, hein, des abeilles, et gwenanen c'est une abeille, donc vous voyez qu'on forme le singulier par rapport à un pluriel, c'est ça, collectif et singulatif. Le marquage du pluriel donc se fait sur le verbe, hein. Un petit peu comme en français, les choses que vous avez vues, l'accord ici se fait non pas avec le sujet, mais il se fait avec le complément d'objet s'il est placé avant, vous connaissez la musique, hein. Eh bien, ce genre de choses, c'est systématique dans ces langues. Et puis, on a quand même des cas, alors pas beaucoup de cas, mais on a notamment un cas qu'on peut appeler le directif, parce qu'il c'est à la fois l'objet, l'objectif, pardon, excuse-moi, c'est à la fois l'objet direct et indirect, et il se marque dans toutes ces langues par un suffixe qui est G plus une voyelle, hein. Donc, en allemand ou en latin, ce serait l'équivalent de l'accusatif et du datif. Voilà donc quelques-unes des nombreuses caractéristiques communes que partagent ces langues héroïtiques. Donc tout cela peut être retrouvé dans les deux ouvrages que j'ai publiés sur cette question, le méroïtique et sa famille linguistique, qui est quand même le plus complet sur l'ensemble de ce qui n'est plus une hypothèse, mais une théorie assurée. Donc, le méroïtique et sa famille linguistique paru en 2010, et The Meroitic Language and Writing System avec mon collègue Alex Devort est paru en 2012-2013 au Cambridge University Press. Alors, que connaît-on du méroïtique en 2019? Eh bien, au niveau de l'écriture, elle est déchiffrée. Les deux écritures, donc cursive et hiéroglyphique. Alors pour les chiffres, Griffiths avait commencé un travail qui a dû être complété par Alof et moi-même, à partir d'ailleurs d'un document intéressant, un ostracon de Castribrim, excusez-moi, qui comportait une liste de chiffres. Donc il a fallu rectifier 3 chiffres par rapport à ce que donnait Griffiths et on a pu en compléter un certain nombre. Il y a quelques rares signes spéciaux, par exemple pour des mesures, peut-être des unités de grains, de bière, qui utilisent des signes logographiques qui restent un petit peu obscurs pour l'instant, mais c'est extrêmement rare. Au niveau de la phonétique, eh bien, assez curieusement, pour une langue qu'on comprend si mal, elle est établie. Griffiths avait commencé à le faire, Ince a continué, et j'ai fait bien avancer la question dans mon premier livre, donc La langue du royaume de Méroé en 2007. Il y a tout de même encore quelques points d'ici, par exemple l'écriture du O par rapport au OU, on est sûr que les deux existaient, mais le O ne dispose pas d'un signe particulier et en fait il est écrit par des moyens un peu détournés, hein. Même chose pour la nasale vélaire, nasale palatale pour l'instant on ne sait pas très bien, nasale vélaire apparemment il y a un signe, sauf que le signe ne recouvre pas la même prononciation lorsqu'il s'agit d'emprunts à l'égyptien ou de mots purement méroïtiques. Enfin, la typologie des textes est généralement bien déterminée grâce au travail de Griffiths, d'Hoffman et du mien. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve un texte maintenant, même si on ne comprend pas tout, ou peu même, on sait à peu près à quel type de texte on a affaire. Alors le gros problème, c'est évidemment le vocabulaire, puisqu'on a à peu près 120 mots traduits, dont une cinquantaine de termes de base, de vocabulaire de base, plus quand même des noms de dieux et théonymes. Alors on a un sens approché où par exemple on peut connaître la catégorie du mot, qu'il s'agit d'un adjectif, puis éventuellement d'un adjectif de sens positif, etc. Donc pour à peu près 700 mots, quoi. La famille linguistique, comme nous venons de le voir, a été établie par Trigger et par moi-même. Quant à la grammaire, l'ordre des mots est bien connu, ça pas de problème. Les propositions non verbales maintenant est claire grâce au travail essentiellement de Hinze. Et en revanche, la morphologie verbale est une terra incognita dans lequel on commence seulement à progresser. Enfin, le système pronominal sur lequel je travaille présentement est quasi inconnu. J'ai écrit ceci il y a un certain nombre
de moi, je n'en dirais plus autant aujourd'hui, hein.